The Atlanta Jewish Film Festival presentation of the specials, Hors Normes, continues now. Hello, I'm Jonathan Mann, a former Paris correspondent for CNN, a film fan like you, and like you, I'm sure, someone who was very moved by what we just saw. An amazing motion picture. I think so touching because it portrays the struggles, the successes of real people. And people who join us now. So I have the wonderful opportunity to help us get to know two of the principal figures portrayed in the film, Stéphane Benhamou and Daoud Tatou of the Silence des Justes, which I will translate as the silence of the righteous. And we can talk maybe about that name a little bit more. Alors, messieurs, d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue de la part du Festival du cinéma juif d'Atlanta et d'exprimer l'admiration que nous ressentons, en fait, tout le monde qui a vu le film et qui a une idée de votre travail. Bienvenue. Peut-être on peut commencer avec la question la plus évidente. Stéphane Benhamou, le film est-il vrai? Est-ce que c'est un portrait réaliste de votre vécu, de votre quotidien? Oui, c'est un film qui est vrai. Pas tout, pas dans 100%, mais c'est un film qui relève le quotidien des personnes autistes et de leurs familles en France. Et Daoud Tatou, vous voyez dans le film vous-même, vous voyez votre collègue, M. Benhamou, vous voyez vos référents de façon exacte, de façon réaliste? Oui, du coup, cette partie-là, elle est bien réelle, celle de prendre des jeunes des quartiers populaires, de les former, de travailler avec Stéphane pour qu'ils deviennent des bons animateurs, ensuite des bons animateurs spécialisés et après des excellents éducateurs spécialisés. Donc, ce format de formation et d'accompagnement, oui, il est réel depuis des années. Quand même, il faut que je vous pose des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose, un élément du film qui vous fait sourire parce que c'est vraiment du cinéma, c'est pas du tout vos vies qu'on voit? Il y a un peu de nos vies quand même dans ce film. Ils ont été derrière les rideaux, mais le film nous fait pas rire. C'est une réalité qui est très difficile au quotidien. Mais ce film a mis la lumière sur les difficultés des pouvoirs politiques de donner des moyens et de développer ce qu'il faut pour les personnes en situation d'autisme. Oui, j'espère qu'on va en parler, mais je vais vous poser une question du plus avant qu'on touche à ce sujet. On apprend un peu sur le travail que vous avez fait il y a quelques années, mais actuellement, vous avez quoi? Des agences, des foyers, des maisons, des structures, en plus que celui qui est incarné dans le film. Donc, je vais vous inviter tous les deux, chacun à la fois, de nous parler en fait de toutes les choses que vous faites autour du monde, parce qu'on parle de beaucoup plus qu'un ou deux foyers à Paris. Très simplement, 2 ans et demi, l'âge du diagnostic, c'est la première unité que vous allez découvrir au Silence des Justes. On a un pédopsychiatre, on a des psychologues, on a des instituteurs spécialisés et on travaille avec l'enfant autiste depuis le diagnostic, donc c'est une unité spéciale. Et on travaille jusqu'à l'accompagnement de l'inclusion scolaire. Si on veut résumer en une phrase, parce que le plus âgé, il a 58 ans, si on veut résumer en une phrase ce que fait le Silence des Justes et ce que développe le Silence des Justes, c'est l'inclusion de 2 ans et demi jusqu'à la vie professionnelle. Et ça, c'est toutes les structures qu'on accompagne avec Daoud tout au long de la vie, en formant les personnels à l'autisme, mais en formant aussi les médecins à l'autisme, les dentistes à l'autisme, l'ostéopathe à l'autisme. En fait, notre connaissance, c'est l'autisme, et donc, on réussit dans tous les domaines, toutes les entreprises. Donc, on a de l'habitat inclusif, on a beaucoup d'appartements où il y a des enfants autistes qui sont encadrés par nos éducateurs, et donc, chaque enfant, chaque adolescent, chaque adulte, il a un vrai projet où il y a le soin, parce qu'il y a besoin souvent de soins, il y a de la rééducation fonctionnelle, et il y a aussi le plaisir, la vie, et surtout la vie, mais avec les autres. Donc ça, c'est la réalité quotidienne du Silence des Justes, et ça, c'est pas comme dans le film,
où les choses elles sont un petit peu, voilà, c'est une chronologie, vous l'avez bien compris, qui remonte à des années. Et donc là, aujourd'hui, c'est très professionnel, c'est même scientifique. On a plusieurs médecins, plusieurs infirmiers, plusieurs psychologues, plusieurs éducateurs. On a, dans chaque tranche d'âge, on a un directeur et plusieurs même et chefs de service. Et Daoud, il s'occupe de tout le développement et de la partie formation, mais je vais lui laisser la parole parce que voilà. Stéphane disait l'autisme avec les autres, au silence des justes. Les autres, c'est le monde environnant, c'est l'extérieur. Faut quand même savoir de manière très claire, nous, on forme les juges pour enfants. On a une demande des mairies du 19e, de Paris, de Saint-Denis, enfin des alentours de Paris, où on forme les agents municipaux, on forme aussi la police, la gendarmerie, à l'accompagnement des autistes, puisque le but est d'accompagner de 2 ans jusqu'à plus dans toutes les sphères de la société, qu'elles soient à la fois scolaires, sportifs, d'animation, dans les magasins, voilà, de chez monsieur et chez madame tout le monde. Donc, c'est vrai que la sensibilisation et la formation, c'est quelque chose qu'on fait de bien et on a pu, avec le film, mettre ça en lumière que les autistes n'étaient pas censés être uniquement en institution spécialisée, mais chez monsieur et madame tout le monde en même temps que tout le monde. Et vous avez, je crois, chacun de vous, avec les organismes que vous dirigez, vous avez des maisons quoi? En Israël, en Arabie Saoudite, en Afrique du Nord. C'est ça. Alors, on a beaucoup aidé, en tout cas pour ce qui est de ma part. J'ai monté plusieurs unités, c'est vrai. En Arabie Saoudite, on a monté le premier centre d'accompagnement en lien avec Aramco. En Algérie, on en a monté 4. Au Maroc, on a monté le plus grand centre qui est encore en construction, il n'est pas fini, le plus grand centre d'Afrique, et en Mauritanie. Et Stéphane a inauguré un partenariat déjà depuis très longtemps en Israël sur l'accompagnement des personnes en situation d'autisme. Ah, il en oublie tellement il y en a, mais actuellement, on forme les îles du Comore. En plus. Voilà. À l'autisme, c'est nous qui allons installer aux Comores l'autisme de 2 ans jusqu'à 120 ans. Et en Israël, on est aussi installé, évidemment. On travaille avec Daoud à l'international maintenant, dans les pays qui ont vraiment besoin. Et en France, surtout en France, maintenant, on n'est plus qu'à Paris, on est aussi à Marseille, on est dans le sud. On reçoit d'ailleurs toute la semaine prochaine de Perpignan, tous ceux du sud qui vont venir travailler une semaine avec les équipes du Silence des Justes. Non, je crois qu'aujourd'hui, on s'adresse au monde, à la planète. L'autisme doit vivre avec nous et pas à côté. On s'est trompé depuis des années. Ils étaient mélangés avec les aliénés, avec tout type de handicap mental, mais ce n'est pas un vrai type de handicap mental. C'est un vrai souci de communication. Il y a une connexion qui n'est pas faite au niveau cérébral. Alors, je ne peux pas vous définir la totalité parce qu'on travaille avec l'Institut Pasteur et l'Université à Beersheba. On travaille dans la recherche aussi avec Thomas Bourgeron. Mais si vous voulez, voilà, on est sur la piste génétique dans la recherche avec l'hôpital Necker à Paris. Et en même temps, on développe tous les savoirs qu'il faut pour venir à bout de ce fléau qu'est l'autisme. Le réseau, en fait, que vous avez créé, c'est tellement réussi, en fait. C'est incroyable, qui rend encore plus incroyable cette partie du film, qui parle d'une fermeture possible par le ministère de la Santé de la France. Est-ce que c'est vraiment ce qui est arrivé? On a eu des inspections IGAS, l'inspection générale des affaires sociales. C'est une inspection qui a été déclenchée par le ministère de la Santé parce qu'ils ne voulaient plus payer nos factures. C'est-à-dire que nous, on avait des personnes autistes qui étaient par le juge obligatoirement de placement. C'était des ordres de placement du juge, de la justice française. Et l'État ne voulait pas payer les factures, il disait que c'était trop cher. Donc, ils nous ont mis dans des difficultés importantes. Et ils se sont dit, ils vont nous envoyer l'IGAS pour voir si on magouille pas, si on trafique pas, si on fait pas, enfin, toutes les soupçons français qui existent. Et donc, ils ont fait des audits financiers, des audits administratifs, pour arriver à la conclusion que le Silence des Justes prenait en charge les situations les plus complexes en autisme d'une façon parfaite et du jamais vu en France. Il y a beaucoup de rapports IGAS qui sont publiés. Et donc, c'est derrière ça, hein, c'est la chronologie du film, mais c'est une réalité, c'est que pour essayer, ils ont eu raison, nous on n'est pas contre les contrôles, pour essayer de fermer le Silence des Justes, ils ont fait des inspections. Un autre aspect du film, en fait, que le film touche de façon très légère et très vite, c'est le fait que vous venez des communautés différentes. En fait, c'est évident.
vous êtes juif et musulman, qui comme mariage, disons, c'est pas évident. Est-ce que c'était qu'un petit détail des années que vous avez passées travailler ensemble, ou est-ce que c'est un atout, c'est un aspect important en fait de votre travail, de votre amitié, de votre passion? L'aspect le plus important, c'est l'autisme. Maintenant que Daoud soit musulman et moi juif, j'ai envie de vous dire, ça change rien. On n'est pas, c'est pas nos religions. Daoud, il s'en fout du Coran et moi de la Torah quand on s'occupe d'autistes. On s'occupe d'autistes. Mais après, oui, on se respecte. On respecte chacun ce qu'il est, ses traditions. On partage. Et on est très bienveillant avec la communauté musulmane. Et la communauté musulmane, contrairement à l'antisémitisme qu'on dit et qu'on raconte, et qui travaillent avec nous, ils sont très bienveillants. On a des enfants juifs autistes, des enfants pas juifs, des enfants catholiques. Écoutez, nous, c'est vraiment l'autisme depuis toujours avec Daoud. C'est ça qui nous réunit. Après, qu'on soit plus fort parce que on est de religions différentes, sûrement que la foi, elle a quelque chose de super puissant. Mais en tout cas, ça gêne pas du tout nos relations et notre travail, il est vraiment dans l'autisme. Et après, on est ce qu'on est. Hein. On n'a pas choisi d'abord ce qu'on est, juif et musulman ou musulman et juif. Mais voilà, on s'entend bien avec ça. On n'a rien de mal avec ça. Daoud Tatou? Non, c'est exactement ça. Pour nous, c'est une valeur ajoutée, mais de manière intrinsèque, c'est-à-dire que c'est normal. Ce qui est dérangeant dans l'image de que Stéphane soit juif et moi musulman, c'est qu'on a l'impression que c'est exceptionnel, alors que ça ne devrait pas l'être, en fait. Stéphane est juif pratiquant, je suis musulman pratiquant. On vit dans une société où les juifs et les musulmans sont censés être opposés. On est censé pas s'aimer, on est censé se détester. Les jeunes des quartiers sont principalement noirs et arabes et de confession musulmane de manière majoritaire. Ils s'entendent très bien avec la communauté juive. Ils apprennent même d'ailleurs l'hébreu et pour certains les prières hébraïques pour pouvoir les apprendre aux jeunes juifs. Moi, je travaille avec Stéphane depuis des années. J'ai jamais été gêné pour prier, pour jeûner, pour lire mon Coran. Donc, c'est une valeur ajoutée. Et en même temps, c'est tellement normal qu'on n'en fait pas état. Voilà. J'aimerais passer à un autre sujet, peut-être le sujet le plus important ici. En fait, c'est l'autisme. On parle de l'autisme comme tel, comme vous savez, depuis plus qu'un siècle. Mais depuis un certain temps, il y a bien des gens qui ont favorisé un autre terme, une autre phrase, qui est le trouble du spectre de l'autisme. En anglais, Autism Spectrum Disorder. Pour communiquer qu'en fait, il y a bien des défis différents, il y a bien des capacités différentes des gens qu'on appelle autistes. Ceci étant dit, les communautés étant une communauté de gens très différents, avec des capacités et des opinions différentes, c'était quoi la réaction du communauté autiste au film? Ils étaient très heureux d'avoir vu ce film parce que la communauté autiste, en fait, elle est laissée de côté. Elle n'est pas, depuis le film, d'ailleurs, elle est mieux prise en compte par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics français en ont très peur. Quand ils ont vu ce film, ils ont eu très peur des campagnes médiatiques et ils savent très bien qu'ils ne sont pas à jour. La communauté des personnes, alors ce n'est pas une communauté, c'est des citoyens qui sont autistes, qui ont malheureusement ce diagnostic, trouble du spectre autistique. Il faut savoir que dans ce diagnostic, c'est ce qui nous permet à nous de soigner, d'accompagner et finalement d'aller mieux. Mais il y a des différents autismes et chaque projet, il est différent de l'un de l'autre. C'est ça toute la difficulté. C'est que le spectre autistique, vous avez le diagnostic, c'est juste. La science, elle est juste. Elle ne se trompe pas dans le diagnostic. En tout cas, plus maintenant. Et en tout cas, plus en France, où les centres de diagnostic sont bons. Mais vous savez, nous, on a des enfants autistes qui vont à l'école, on a des enfants autistes qui passent des examens nationaux, et on a trois jeunes adultes autistes qui, avec un contrat, le Silence des Justes, un laboratoire de recherche, travaillent sur l'imagerie médicale. Donc, vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes autiste que vous n'avez pas accès, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, que vous n'avez pas accès
à la vie normale, à la vie de nos concitoyens. Donc nous, on voudrait, dans les 10 ans à venir, qu'il n'y ait plus de différence entre un monde et un autre. On aime bien opposer les différences, les religions, on a levé, si on est arrivé à lever ces différences-là, qui sont extrêmement difficiles à lever, mais c'est grâce à l'autisme. C'est l'autisme qui nous apprend finalement qu'on ne peut pas faire de différence et opposer les gens différents envers les autres qui ne le sont pas. On ne peut pas opposer les neurotypiques avec l'autisme, avec le trouble du spectre autistique. C'est ça, ça condamne définitivement la personne qui est atteinte de ce spectre. Donc, non, on avance tranquillement, sûrement, vers un monde inclusif, mais réfléchi, en se disant qu'il faut aussi soigner leur autisme et que le monde inclusif doit complètement s'ouvrir. C'est au monde à comprendre l'autisme et pas l'autisme à comprendre le monde. Et ça, c'est tout le combat qu'on mène avec Daoud, qui est un combat féroce, mais qui donne ses fruits aujourd'hui. On manque de moyens, on manque encore mais on va y arriver. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Il y a quand même un critique qu'on fait du film, mais du réaction publique aux autistes, qu'il y a une tendance à les considérer comme des objets de soins, des gens qui ne peuvent pas vivre de façon indépendante, des gens qui sont capables des décisions autonomes. Et on voit ce côté un peu, je crois, permettez-moi, dans le film. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pendant des années, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est ce qu'on a voulu faire croire de l'autisme. C'était que les jeunes étaient incapables de choisir. Le combat que nous, on mène depuis des années, c'est au contraire, c'est de dire que d'abord, ce ne sont pas des autismes, mais ce sont des personnes avec autisme, et ça reste des personnes à part entière. Ensuite, ce que vous voyez dans le film, c'est que c'est des autismes déficitaires. Donc, les autismes cas complexes qui sont dans le film, forcément, ils ont besoin d'accompagnement avant d'arriver à l'autonomie. Quand vous avez des personnes qui sont handicapées ou polyhandicapées, ce sont des personnes qui ont besoin qu'on leur apprenne à s'habiller, à manger, à se laver, à s'essuyer. Il y a un apprentissage. Cet apprentissage d'assistanat dans le début, c'est pour créer de l'autonomie à la fin. Le but, ce n'est pas d'être dans l'assistanat du début à la fin. Alors, pendant des années, vous avez raison, on a considéré la personne en situation de handicap comme une personne avec une valeur amoindrie. Notre combat à nous, c'est de dire non. Ces gens-là ont le choix. Ont le choix d'aimer ou de ne pas aimer, ont le choix d'être avec monsieur et madame tout le monde, ont le choix d'aller en vacances avec les neurotypiques et pas que dans une colonie où il y a des autistes. Et tout notre travail, c'est de les emmener vers cette autonomie-là. Et là où Stéphane a raison, c'est qu'on ne peut y arriver que quand notre société s'adapte à eux et pas l'inverse. Et ça a été pendant très longtemps comme ça. C'est pour ça que nous, on précise bien que ce ne sont pas des autistes. Ce sont des personnes avec autisme. Ça fait toute la différence. Pour pousser cette question encore plus, oublions le film, il y a des gens, en fait, qui parlent de l'autisme comme une maladie. Mais il y a aussi des gens du communauté du TSA qui disent qu'ils ne sont pas malades, ils ne sont pas défectueux, ils ne sont pas déficitaires, ils sont différents. Et pour des gens qui ont peu de contact avec des gens du TSA, en fait, c'est difficile à croire, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que vous pensez en pensez? Il y a un livre récent qui est sorti aux États-Unis par un journaliste qui a Autism Disorder Syndrome. Le livre s'appelle We Are Not Broken. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, je pense que je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire. Je pense qu'une personne avec autisme sait qu'il est autiste et il sait que vous ne savez pas c'est quoi l'autisme. C'est pour ça que vous devez apprendre c'est quoi l'autisme. Et là, on ne pourra plus parler de maladie. Il a une incapacité à communiquer. C'est un trouble profond de la communication. Il a de ce fait énormément de difficultés à créer le lien. Et c'est ça toute la difficulté de l'autisme. Mais cette difficulté-là, elle se lève par des soins fonctionnels, d'une rééducation fonctionnelle. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Nous, on ne pense pas que s'il n'y a pas un protocole de soins et un accompagnement au niveau psychoéducatif, qu'on peut faire des progrès à des personnes avec autisme, parce qu'ils souffrent quand même de cette incapacité à communiquer.
Si demain, vous avez une incapacité de communiquer pour quelque raison que ce soit, quelque part, vous devenez une personne avec autisme. Et là, vous pouvez comprendre qu'est-ce que c'est un autiste. Mais nous, il y a beaucoup de, vous savez, il y a beaucoup de, dans les communautés, dans les parents, il y a beaucoup trop d'interprétations. Nous, on reste sur le diagnostic et sur l'accompagnement à partir du diagnostic, et on réussit pour tous, pour chacun individuellement, pour tous, et surtout pour la communauté des neurotypiques qui, elle, a surtout, elle, besoin de comprendre ce qu'est un univers d'une personne avec autisme. Après, sur la définition des mots, c'est important. Vous avez employé le terme maladie. Alors, en France, je ne sais pas pour vous là-bas à Atlanta, mais en France, quand on est malade, moi, quand j'ai une angine, je vais chez le médecin, je prends des médicaments et je ne suis plus malade. Si quelqu'un dans le monde a une pilule pour l'autisme et qu'on considère que c'est une maladie, Stéphane et moi-même sommes preneurs. Et d'ailleurs, tous les parents et les professionnels sont preneurs et on part en vacances. Alors, on n'ira pas à Ibiza, on ira à Eilat voir les dauphins, mais on partirait en vacances tout de suite. Par contre, l'autisme est une pathologie qui s'accompagne. Vous avez d'autres formes d'handicap. Des personnes en situation de handicap, les malentendants, par exemple, les sourds et muets, sont des personnes qui ont un esprit qui fonctionne très bien, mais ils sont amputés d'une capacité. Handicapé, ça veut dire être amputé de quelque chose. On a trouvé des communications alternatives, qui est la langue des signes. Pour les personnes en situation d'autisme, on a toute une palette d'outils où on adapte à la fois l'environnement, la communication avec les images, le PEX et compagnie. On ne considère absolument pas ça comme une maladie, c'est une pathologie qui se comprend, d'accord, qui s'analyse et qui s'accompagne. Et si on donne les beaux outils en fonction des bons problèmes qu'on a en face, normalement, si tout va bien et que la société est ouverte, on ne devrait pas avoir de problème pour pouvoir avoir des évolutions positives avec eux. Actuellement, qu'est-ce qu'on trouve en France pour les gens avec des défis les plus sérieux? Est-ce que la situation est aussi tragique comme qu'on a vu dans le film, des enfants, des gens entreposés, des familles déchirées? Est-ce que c'est toujours comme ça? Non, de moins en moins, parce que maintenant, en fait, depuis le film, donc depuis 2019, les cas complexes, il y a eu un déblocage de plusieurs millions d'euros du gouvernement français et dans tous les départements de France, on crée des microstructures, c'est plus des grandes structures. Des microstructures, c'est un 6 places pour de l'habitat inclusif. Déjà, quand vous les recevez jeunes adultes, comme ils prennent l'exemple du silence des justes, c'est ça le cahier des charges, nous, on a 24 appartements où il y a des enfants autistes avec les neurotypiques. Donc, on vit avec. On n'ouvre pas une structure indépendante. On va ouvrir, on ouvre, et la France a repris cette politique d'ouvrir pour les adultes avec autisme très déficitaire, comme vous voyez dans le film, de l'habitat inclusif. Pourquoi? Parce que c'est ça qui marche. Ils ont besoin, même dans la complexité de leur situation, de vivre une vie normale. Et on voit dans la structuration de l'activité quotidienne, de ces pathologies lourdes, de ces cas complexes, en fait, une remédiation psychologique qui fait que la fratrie et l'environnement vivent bien et vivent mieux. Mais c'est en respectant les choix et les volontés des personnes avec autisme. Parce que c'est bien leur choix d'activité qu'on a réussi à leur faire. Ce que vous voyez dans le film, c'est qu'au final, aujourd'hui, on ne fait pas le choix de vie de quelqu'un. On ne peut pas faire le choix de votre vie à vous, mais vous ne pouvez pas faire, vous, le choix de vie parce que vous dites qu'une personne, elle n'est pas en situation de comprendre. Vous savez qu'avec la mairie du 19e et les élections présidentielles en France, on va simuler des isoloirs et on va initier les adultes à aller participer au vote en essayant de comprendre quelque chose dans la gestuelle du candidat. On va très loin. On va jusqu'à la vie citoyenne. Et pour répondre précisément à votre question, il y aura de moins en moins, il n'y aura plus en France bientôt des situations complexes et des familles déchirées à cause de l'autisme qui ne sont pas pris en compte. On a eu beaucoup de dégâts les années 90, les années 2000, les années jusqu'en 2017, c'était compliqué encore et c'est très tardif, mais la France a enfin reconnu qu'elle n'était pas à la hauteur de ses politiques pour les situations complexes et ces familles qui, pour elles, c'est plus une vie quand il n'y a pas de prise en charge. Il faut savoir, et pour toujours, à chaque fois qu'on prendra en charge correctement un enfant, le plus complexe qu'il soit, ce sera une famille qui ira mieux. Ce ne sera pas que l'enfant, ce sera un environnement aussi qui va mieux. Et je sais de quoi je parle. On parle beaucoup des enfants,
mais dans le film, dans la vie, en fait, les enfants deviennent des adultes. Aux États-Unis, la situation des adultes est très différente et très difficile. Pour vous, en France, est-ce que on réussit à aider des adultes à avoir leur vie indépendante de façon aussi semblable aux aides qu'on offre aux jeunes? C'est plus compliqué avec les adultes, forcément. Avec les adultes, déjà, se pose la question du après. Après les parents, quand les parents sont plus là et qu'ils sont décédés, qu'est-ce que deviennent ces adultes-là quand ils ne sont pas pris en charge? Ça, c'est la première question. C'est pour ça que l'habitat inclusif chez nous, au Silence des Justes, c'est quelque chose d'important parce que ça sécurise psychologiquement les parents en disant il est pris en charge et je sais qu'il ne sortira pas. Donc ça, c'est déjà un premier niveau. Après, le deuxième niveau, c'est que, comme vous a dit Stéphane, la France a reconnu le retard et elle est encore en retard. Ça veut dire que pendant très longtemps, des années, on a des autistes qui étaient enfants et qui n'ont rien eu et qui sont maintenant adultes. Ces enfants-là, aujourd'hui, sont dans l'accompagnement. Et il faut qu'on les accompagne jusqu'à la fin de leur vie de manière très, très posée, très tranquille, avec une belle vie et une belle fin. Le travail qu'on fait depuis maintenant très longtemps, de 2 ans jusqu'à 59 ans ou à 60 ans et plus, c'est que justement, on essaye de faire en sorte de résorber pour que ces personnes-là soient une valeur ajoutée finalement à la société et qu'on ne soit pas dans la même échéance de temps et dans la même difficulté. C'est-à-dire qu'on est encore en train de récupérer finalement ces années de non prise en charge qui se traduit par une assistance aujourd'hui jusqu'à fin de vie. Et on se dit que si on les prend tôt, ce qu'on est en train de faire maintenant, quand ils seront âgés, on n'aura pas ce problème-là et ils seront inclus dans la société, tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue de l'habitat ou de la société de manière générale. Il faut savoir que le prochain investissement au Silence des Justes, c'est des studios en habitat inclusif. C'est plus des appartements où il y a un par chambre. Et alors on en a un, il me le rappelle Daoud, on en a déjà un seul. Et là, on va créer un environnement vraiment très sécure pour les personnes avec autisme. Mais les premiers studios, enfin on espère qu'ils vont vite être construits. C'est une question de moyens, c'est encore une question de temps parce qu'il n'y a jamais des moyens quand on a les idées. Mais ça, c'est le top parce que on va commencer à pouvoir rendre autonome au niveau des choix de vie et au niveau surtout de l'habitat, mais de l'intimité. Le sujet est tellement grand, mais il y a une question de base il faut que je vous pose. D'où le nom, le silence des justes? Le plus de mal qu'on fait, c'est avec la parole. Quand vous ne parlez pas, c'est souvent le cas, et même dans leur communication, des fois verbale, ils feront jamais… des personnes justes, c'est défini par des gens qui ne parlent pas en général. Et quand ils parlent, ils disent que des choses bien. Donc, on a appelé ça le silence des justes. Mais après, ça n'a pas connotation. Je sais, des fois, on me dit, est-ce que c'est une connotation Shoah? On s'est occupé d'enfants autistes, évidemment, des rescapés, des descendants de rescapés de la Shoah. Et c'est vrai que c'est une souffrance en plus. Et donc, voilà, ça vient de là, mais il faut savoir qu'il porte aussi un nom hébraïque, parce que ça s'appelle Ohalei Yaakov, le silence des justes. C'est-à-dire que le nom pour les autorités françaises, c'est Ohalei Yaakov, le silence des justes. Ohalei Yaakov, c'est donc les tentes de Jacob, le patriarche Jacob, qui était ouvert des 4 points cardinaux. Ce qui est d'ailleurs l'image du travail qu'on fait, c'est que les enfants, et maintenant on le voit bien au silence des justes, comme la tente de Yaakov, ça vient des 4 points du monde, et pas des 4 points cardinaux, mais on a des demandes de partout. Donc ça reste fidèle à la base. Une dernière question, messieurs. Vous faites un travail tellement important. Et il y a des gens qui ont vu le film qui vont se demander comment est-ce qu'on peut vous aider. Qu'est-ce que vous nous suggérez? Qu'est-ce que vous nous suggérez en fait? Comment est-ce qu'on peut aider le travail du silence des justes? On a un plan sur une décennie d'investissement. Et je pense que si on veut réaliser les différentes étapes de ce plan d'investissement, il nous faut de l'aide financière. Ça, c'est une première aide qu'on peut nous apporter. Et c'est, je dirais, le plus important parce que malheureusement, les pouvoirs publics vous donnent que les prises en charge, mais si vous voulez commencer à construire des maisons où des parents et des enfants avec des soignants et des intervenants puissent travailler aussi, si on veut soulager les enfants un week-end sur 2 pour les parents qui les ont à charge tout au long d'un week-end, c'est des fois plus long que la semaine. On a beaucoup de projets et ces projets,
ils sont décrits maintenant sur 10 ans. C'est exactement ce qu'on va faire sur les 10 ans. C'est principalement financièrement, je ne sais pas si… Si, à 99,9%, le nerf de la guerre, je pense que c'est universel, c'est l'argent. Après, l'État français, comme dit Stéphane, nous donne une dotation. Le silence des justes a toujours fait un travail hors norme bien avant le film, et tout ce qui est hors norme n'est pas finançable. Donc forcément, il faut trouver des financements. Donc l'aide qu'on peut nous apporter, c'est forcément une grosse aide financière. Ça, c'est ce qui pourrait aider beaucoup les enfants, les familles et les professionnels, effectivement, à mettre encore ces projets innovants en place. Ouais, tout à fait. On vous trouve à l'Internet et on envoie quelques sous. C'est comme ça. Très bien. Merci beaucoup. On est au bout de l'Internet et on vous attend. Franchement, je crois que tout le monde qui a appris un peu de votre travail, tout le monde qui a vu cette conversation, tout le monde qui a vu le film est inspiré, est ému, est touché par ce que vous faites et par les vies que vous avez changées. Donc, avec cette mot d'admiration, je vous remercie tous les deux, Stéphane Benamou et Daoud Tatou, de votre temps, de votre travail, de votre passion et encore une fois de tous les biens que vous faites au monde. Je vous remercie. Merci au Festival Juif d'Atlanta. Merci à vous. Merci. And those of you who've been watching this conversation, thank you as well.